Vous écoutez une formation du PRCF. Dans le cycle 3, Combattre le révisionnisme historique, les fascismes, bêtes immondes de l'humanité, par Vincent Flamand. Donc, on assiste bien à une remontée des fascismes dans le monde après leur défaite stratégique de 1945, et puis un lavage de cerveau de la jeunesse. Alors moi, comme je suis né au siècle dernier, j'ai pas connu ça en tant qu'élève, mais je sais que les jeunes générations apprennent que, en fait, le fascisme, c'est un totalitarisme et qu'il y en a un autre qui est au moins aussi dangereux, qui est le stalinisme ou le communisme, selon les cas. Un des buts essentiels du pôle, c'est de dénoncer et de mettre en garde contre la fascisation et de l'analyser, donc, et puis de mettre en garde contre, bien évidemment, cet amalgame communisme-nazisme. On a des contradicteurs, alors, des contradicteurs, disons, de droite et de gauche, selon lesquels le fascisme est dans les poubelles de l'histoire, et que donc il ne reviendra pas. On ne peut pas parler de fascisme aujourd'hui. Alors parmi ceux-là, il y a donc des gens de droite, de centre et de gauche. De gauche, il y a un peu de tout, quoi. Notre réponse, c'est que d'abord le fascisme est dans les poubelles de l'histoire, peut-être, mais qu'on a vu des choses ressortir des poubelles. Ça ne serait pas la première fois, puisque comme disait un certain philosophe allemand, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et il ne faut pas confondre non plus le fascisme et la fascisation, qui est un processus. À ce sujet, dont je renvoie à Politzer dans ses cours euh, élémentaires, d'initiation à la philosophie marxiste matérialiste. Politzer qui dit que pour les maîtres et physiciens, une porte est ouverte ou fermée et qu'ils ignorent complètement les processus. C'est-à-dire les moments où la porte s'ouvre et se ferme. Et c'est beaucoup plus difficile d'analyser parce que là, on demande d'analyser un mouvement. Alors, face à nous, on a généralement des gens qui sont incapables de voir un film et qui ne voient que des photos. Donc, pour eux, il y a voilà, les pays fascistes, les pays pas fascistes, et les pays en train de devenir fascistes, par exemple, ils ne se rendent pas compte. Et après, quand c'est trop tard, l'atterrissage est difficile. On a des contradicteurs de droite sur cette question, comme quoi le fascisme n'est pas une créature du capital, mais un accident de l'histoire, et les capitalistes ont dû s'accommoder du fascisme, voilà, et que par ailleurs le fascisme est moins dangereux que le communisme. On a des contradicteurs gauchistes aussi, ça il faudra en parler également, parce que dans notre situation, c'est ceux qu'on rencontre en premier, ceux qu'on trouve d'abord face à nous. Donc pour qui le fascisme n'est pas vraiment dangereux, c'est un épouvantail, c'est une diversion. Chez les anciens Mao, les Mao par exemple, on a souvent ça. Le problème, c'est le capital. Et peu importe les formes qu'il revêt, il faut se battre contre le capitalisme. Fascisme ou pas fascisme, c'est pas tellement problème. Lutte ouvrière, par exemple, est sur cette ligne. Si vous regardez un petit peu leur texte, d'ailleurs, ils considèrent que la résistance en 40-45, c'était Chauvin. Et que donc, en réalité, sous l'uniforme allemand, il y a un prolétaire. Et que donc, les résistants qui ont abattu des soldats allemands, finalement, se sont au mieux trompés de cible. Oui. On a des arguments donc, selon lesquels, comme le fascisme est mort en 1945, on a maintenant des formes autoritaires, mais comme on en avait au XVIIIe et XIXe siècle, finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas que les fascistes qui ont interdit l'opposition, imposé un pouvoir personnel fort, avec culte de la personnalité, dirigisme à tout craint. Bon, je sais pas, Louis XIV aussi a fait ça, Napoléon Ier, pour ne parler que de la France. Et ils n'étaient pas fascistes puisque ça n'existait pas encore. Et donc, on a face à nous des contradicteurs. Et là, c'est quand même, je pense, plus intéressant. Il va falloir répondre à ça et c'est plus subtil, selon lesquels, parler de fascisme aujourd'hui, c'est une formule comment dire, d'agitation, de propagande, mais ça ne correspond pas à une réalité historique. Et alors, si on considère le fascisme au sens strict, c'est pas complètement faux. Là, il va falloir manier cette opposition-là, cette contradiction-là, avec un peu plus de tact, avec un peu plus euh, d'habileté. Euh, et on a aussi des contradicteurs ou des adversaires ou même des ennemis gauchistes et anards, pseudo-antifa, qui eux voient des fachos partout. Alors ça, c'est le défaut inverse.
Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est facho, en fait. Hein. Si on gratte un peu, nous, à Lille, par exemple, on en a quelques-uns, on se fait accuser d'être brun-rouge. Alors bon, d'après ce que m'a expliqué Fadi, ça a quand même pas mal régressé, ça, en région parisienne, mais il y a eu une période où les camarades étaient sans arrêt accusés d'être brun-rouge, de faire partie de la fachosphère. Pour ces gens-là, le fascisme, c'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est le patriotisme. De toute façon, ils ne comprennent absolument pas les nuances. Hein. Il ne faut pas leur demander d'être nuancés, c'est un truc qui leur échappe complètement. L'internationalisme, donc, c'est la haine de son propre pays. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et plus généralement, ils contre-attaquent sur les totalitarismes. Et ils sont tout à fait, d'ailleurs, dans l'idéologie dominante sur le refrain Hitler égale Staline, voire même Staline est pire que Hitler, etc. Et dans tous les cas, ce qu'on constate en analysant un peu les choses, c'est que le communisme est l'ennemi numéro un. Et donc, on voit bien que l'analyse du phénomène fasciste et de la fascisation est essentielle pour sauver le communisme et le mouvement communiste du discrédit et de la criminalisation. Si on n'analyse pas correctement le fascisme et si on ne trouve pas les bons axes de contre-attaque dessus, alors l'autoroute pour la criminalisation du communisme est ouverte. Et c'est ce contre quoi je me bats aussi avec Georges Gastaud, cofondateur des Marle, Madeleine Dupont, etc., le regretté camarade prêtre ouvrier des Marle. On était cofondateur du comité Honecker, aujourd'hui comité internationaliste pour les solidarités de classe. Et ça fait une trentaine d'années qu'on travaille là-dessus et qu'on voit comment ça évolue. Alors, il va falloir aujourd'hui qu'on voit un peu ce que sont les fascismes. Les fascismes, c'était le thème de la conférence, hein, les fascismes, bêtes immondes de l'humanité, avec leur côté inhumain, bien sûr, en voyant les différentes nuances entre eux, parce qu'il n'y a pas un fascisme, effectivement. Qu'est-ce qu'ils étaient au départ et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Parce que ils ont changé et pas de manière complètement anecdotique et marginale. Il y a eu des changements fondamentaux, mais qui font qu'ils sont restés des fascismes quand même. Et comment les combattre maintenant, donc? Je ne reviendrai pas sur comment on les a combattus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Je pense que vous le savez. Et je dois quand même élaguer pour tenir en une heure. Quoi. Alors, il n'y a effectivement pas de dictature fasciste à la Mussolini-Hitler depuis 1945, mais ça va être l'un des axes majeurs de mon exposé. On assiste maintenant à un alliage que j'appelle le libéral-fascisme, qui est tout à fait redoutable et qui prend des caractéristiques de l'ultralibéralisme et du fascisme et qui les mélange de manière finalement plus efficace que le fascisme des années 30-40, qui n'a pas duré très longtemps. Il faut bien voir que le fascisme il commence à monter dans les années 20, il prend le pouvoir en Italie, il prend le pouvoir en Hongrie d'abord, hein, à la fin des années 10, mais il prend son essor en Europe dans le courant des années 20 et il s'effondre en 45. Donc, c'est un échec. Il faut bien voir que cette expérience-là, pour le capital, c'est un échec. Et aujourd'hui, je vais le montrer, le libéral-fascisme, c'est quand même beaucoup plus redoutable, même si c'est moins brutal, ou en tout cas en apparence. Et puis, on verra aussi qu'il y a rarement un basculement comme ça de la démocratie bourgeoise au fascisme du jour au lendemain, comme on l'a vu dans les années 30 ou 40 où il y avait un processus, hein, mais ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a un processus de fascisation très lent et qui peut s'arrêter en route, reculer, repartir. Enfin bon, il y a toute une machine avec un système de commande qui s'est mis en place et qui est beaucoup plus subtil que dans la première moitié du XXe siècle. Alors, d'abord, je reviens sur démocratie et dictature. Je pense que pour les marxistes que nous sommes, c'est assez facile à traiter, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Le truc de la bourgeoisie, c'est d'opposer mécaniquement la démocratie et la dictature en expliquant, voilà, il y a deux grands systèmes. Et puis dans les cours d'histoire actuels, ça devient les démocraties et les totalitarismes, hein, dont le communisme. Voilà, donc la démocratie, c'est en gros, on a le droit de parler, il y a une opposition, il y a des syndicats, et puis la majorité tranche. Et la dictature, ben voilà, il n'y a pas d'opposition, et c'est brutal, on ne discute pas. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pas nouveau cette distinction, puisque c'est Marx et Engels eux-mêmes qui avaient déjà fait remarquer que la démocratie bourgeoise, c'était le droit pour le peuple de désigner périodiquement ceux qui allaient au Parlement les Vertreter, les représenter, et les Zertreten, c'est-à-dire les fouler aux pieds.
Et cette idée, c'est qu'en réalité, la démocratie bourgeoise est une forme de la dictature, du capital. Bon, ça, déjà, c'est un noyau essentiel pour nous, il ne faut jamais le perdre de vue. La démocratie, ce n'est pas le contraire de la dictature. La démocratie, c'est une forme de dictature. Et l'essentiel pour un marxiste, un communiste, c'est pas de savoir si on est en démocratie ou en dictature, puisque c'est une question de forme, c'est de savoir au nom de qui et dans quel intérêt s'exerce la dictature. La dictature de la bourgeoisie ou la dictature du prolétariat. Et pour Marx, Engels, Lénine, enfin nous communistes, l'objectif c'est la dictature du prolétariat, qui d'ailleurs peut revêtir des formes démocratiques. Ça dépend de ce qu'on a en face et ça dépend des conditions. En tout cas, c'est la forme nécessaire de la social-démocratie au sens strict, c'est-à-dire la démocratie qui se bat pour l'égalité sociale, puisque je rappelle qu'au départ, social-démocrate, ça veut pas dire réformiste, ça veut dire révolutionnaire en réalité. Lénine se dit social-démocrate. Euh, Avant, la société sans classe, c'est-à-dire le communisme, où là, il n'y a plus de cratie, il n'y a plus de démocratie, puisqu'il n'y a plus de dictature dans le communisme. Lutter contre le fascisme, c'est donc combattre la fable bourgeoise selon laquelle la démocratie, c'est le contraire de la dictature. Et combattre, et bien évidemment, son succès d'année, c'est-à-dire les démocraties contre les totalitarismes, et montrer que la dictature du prolétariat est plus démocratique que la démocratie bourgeoise, puisqu'elles exercent dans l'intérêt du plus grand nombre de la classe ouvrière et de ses alliés contre la petite minorité capitaliste. Voilà. Ayant fini avec ce bref rappel théorique essentiel, j'en viens au fascisme de la première période, les fascismes classiques, c'est-à-dire ceux qui se sont effondrés en 1945 avec la défaite de l'Axe contre les Alliés, au premier rang desquels l'Union soviétique. Il ne faut jamais l'oublier parce que les pauvres élèves de maintenant, à qui on apprend que les totalitarismes sont les adversaires de la démocratie, je leur souhaite bien du courage pour comprendre pourquoi l'URSS et l'Allemagne nazie se sont fait la guerre, parce que pour eux, ça doit être très très mystérieux. Alors, Mussolini et Hitler, là, je vais faire un petit crochet par un livre essentiel, non pas que ce soit mon livre de chevet, mais je pense qu'il est bien représentatif de l'idéologie dominante. J'espère que vous voyez bien, c'est Les fascismes de Milza, Pierre Milza, donc chez Point Seuil, dernière édition, enfin l'édition G, c'est 91. Milza distingue le premier fascisme, alors ça, là c'est intéressant et sérieux, bon, il ne dit pas que des bêtises, hein. Le premier fascisme, c'est-à-dire celui des classes moyennes déclassées, qui est, en tout cas en parole, anticapitaliste. Ça, c'est le fascisme du début des années 20, de l'après-première guerre, disons. Ce que ne voit pas Milza, déjà, c'est que ce premier fascisme est totalement inconséquent, parce qu'il n'est pas du tout anticapitalisme en réalité. Il est anticommuniste et contre-révolutionnaire. Il se croit ou se prétend, peu importe, hein, la sincérité est difficile comment dire, distinguer de la mauvaise foi, ce n'est pas tellement la question, puisque c'est le résultat qui compte. Ils sont, ces gens-là, pour une société qui préserve leurs acquis. Hein. Ce sont des gens des classes moyennes en voie de déclassement ou déclassés, et qui ne réfléchissent pas sur l'antagonisme capital-travail. Ils n'ont même pas de conscience de l'existence du capitalisme, en réalité, comme mode de production moderne. Pour eux, les capitalistes sont ceux qui s'enrichissent injustement. Voilà. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Ce ne sont pas ceux qui exploitent le travail salarié qui leur produit de la plus-value. Ça peut même aller jusqu'en Allemagne par une confusion avec les juifs. Qu'est-ce que c'est que les capitalistes? C'est les juifs. Ça permet d'identifier un ennemi extérieur. Alors, on a donc ici une récupération consciente ou ignorante du discours communiste. Avec un pseudo-anticapitalisme, mais un discours qui est rendu totalement inopérant et inoffensif parce qu'il est débarrassé du concept clé de dictature du prolétariat, puisque pour les communistes, il y a une dictature du capital et qu'on peut l'abattre par une dictature du prolétariat. Le premier fascisme explique que voilà, il y a de méchants capitalistes qui s'enrichissent indûment et que il faut leur reprendre leur richesse. Comment, pourquoi, d'où vient cette richesse? Mystère. Ça nécessiterait une analyse scientifique qu'ils n'ont pas. Ensuite vient, dit Milza, le deuxième fascisme. Alors qui, lui, bon,
a fait la part des choses. Alors, soit est pragmatique, soit se démasque. Toujours pareil, est-ce qu'il était sincère ou de mauvaise foi. Et alors, c'est là que ça devient tout à fait rigolo. Je vais vous lire, je vais faire ça qu'une fois avec un extrait aussi long, je vous rassure. Mais je vous lis ces 2 pages de Milza parce que ça permet aussi de bien voir ce qui est devenu l'histoire en France sur cette question. Le second fascisme peut se définir comme le produit d'une alliance entre le premier fascisme, expression des tendances nationalistes et anarchisantes de la petite bourgeoisie, et d'importants secteurs du monde industriel et agrarien. Dans la première version de ce livre, paru en 1973, j'ai employé la formule grand capital pour désigner cette fraction du corps social assimilable à la haute bourgeoisie et jugée globalement favorable au fascisme, suivant une tendance à la réification des concepts. Donc ça, je vous fais une traduction immédiate, ça veut dire une tendance à être matérialiste historique. Très répandue à l'époque et tributaire d'une vision marxiste, hein, comme une vision marxiste de l'histoire, d'ailleurs réduite à un schéma simplifié et simplificateur. C'est un point sur lequel, sans renier l'interprétation d'ensemble, je me sens aujourd'hui en désaccord avec moi-même. Ouf, me voilà rassuré. Admettons bien volontiers que le soutien des grands intérêts privés au fascisme a été limité à certains secteurs et ne répond pas à un projet conscient et unanime visant à instaurer durablement la, entre guillemets, dictature des capitales, fermez les guillemets. Cela dit, il est clair que livré à ses seules forces, le fascisme n'a que des chances extrêmement réduites d'accéder au pouvoir, voire simplement de survivre. Pour qu'il puisse se transformer en un vaste mouvement de masse et entretenir ses bandes armées, il a besoin des subsides de la grande propriété foncière et des manias de l'industrie. Il doit également pouvoir compter au cours de la lutte qu'il engage contre les organisations politiques et syndicales de la classe ouvrière, on voit quand même qu'il a été marxiste, sur la complicité plus ou moins ouverte des détenteurs de l'appareil d'État, chefs militaires, hauts fonctionnaires, magistrats, etc. En fait, l'alliance du premier fascisme et de ses représentants de la haute bourgeoisie n'a pas été immédiate. Alors là, c'est quand même très rigolo de voir à quel point Milza, dans ses contorsions pour montrer patte blanche et dire voilà, bon, j'étais communiste dans ma jeunesse, c'est une erreur, pardonnez-moi, maintenant je suis un historien respectable, est obligé de se contredire. Parce que là, quand même, il commence par dire que, bon, il n'y a pas vraiment un soutien total du grand capital, qui d'ailleurs n'existe pas vraiment, sauf entre guillemets, au fascisme. Et puis après, il dit, bah oui, de toute façon, le fascisme n'aurait pas pu survivre sans. Bon, donc oui, il y a bel et bien eu un soutien massif des grands intérêts capitalistes au fascisme, même si dans un premier temps, c'est vrai qu'ils étaient réticents, parce que ils se rendent compte que c'est risqué et que par ailleurs, ils doivent laisser des leviers de commande. Ça ne leur plaît pas, ils doivent déléguer, et ils voient bien qu'avec les fascistes, deuxième période, et plus encore troisième période, ce qu'on appelle le totalitarisme, bon, ils sont plus vraiment directement en commande. Alors maintenant, pour contrer cette argumentation, bon, déjà on voit la contradiction, c'est-à-dire qu'on commence par expliquer que non, il n'y a pas eu soutien massif du grand capital, entre guillemets, au fascisme, mais qu'il n'aurait pas survécu sans. Par ailleurs, alors bon, Bloch dans les tranches défaites explique quand même bien comment il se fait, par exemple, que la France se soit effondrée aussi vite. Et puis, je renvoie bien évidemment, et là je vous montre pour les livres, parce que je pense que vous les avez, aux travaux de notre camarade Annie Lapoirie, notamment Le choix de la défaite et Industriels et banquiers sous l'occupation, qui montre bien qu'il y a effectivement un soutien massif, conscient et déterminé au fascisme de la part des détenteurs des grands capitaux. Alors, concernant les risques, hein, juste je disais, c'est un peu risqué. Je pense que tout simplement, pourquoi les capitalistes n'ont recours au fascisme qu'en dernier recours, on voit bien le résultat, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le bilan de l'expérience fasciste, il est quand même pas reluisant, puisque après 1945, on a des partis communistes qui se sont renforcés de manière spectaculaire, par exemple en France. L'Allemagne est coupée en deux, l'Union soviétique a des alliés en Europe orientale et centrale. Enfin, le camp de la classe ouvrière s'est durablement renforcé, même si depuis, c'est reparti dans l'autre sens pour le moment. Mais bon, ça donne quand même à réfléchir. Le fascisme est une option extrêmement risquée. Le fascisme pur et dur. Le troisième fascisme dit
Désolé pour le chat, vous risquez de voir passer un chat, mais j'y peux rien, je ne le contrôle pas complètement sur mon bureau. Alors, le troisième fascisme, ce que Milza et c'est pareil appellent le totalitarisme, qu'on compare à l'URSS de Staline, il est par exemple mis en valeur dans le livre noir de Stéphane Courtois, qui est un vecteur essentiel de la fascisation au XXe siècle. Et c'est ce qu'au comité Honecker, maintenant comité internationaliste pour la solidarité de classe, on appelle la revanche posthume de Hitler. C'est-à-dire cette idée que, en fait, il y a trois phases dans le fascisme et que la troisième phase, la pire, la phase totalitaire, est comparable, elle, à celle de l'Union soviétique de Staline, qui, si on gratte un peu, en réalité est pire. Donc, l'architecture idéologique ici, elle vise à faire, en fait, de l'Union soviétique qui a écrasé le Troisième Reich, quelque chose de pire que le pire des fascismes. Fermez la parenthèse. Bon, qu'est-ce que c'est que le fascisme quand même? Parce que là, non plus, il ne faut pas le perdre de vue. Alors, je pense que là, pour vous, c'est quelque chose de connu, mais pareil, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Hein, au-delà de toutes ces contorsions là, des historiens bourgeois, je renvoie à la définition de Dimitrov au 7e congrès de l'Internationale communiste en 1935. Le fascisme au pouvoir est, comme l'a caractérisé avec raison la 13e séance plénière du comité exécutif de l'Internationale communiste, la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Voilà. Avec ensuite, de la part de Dimitrov, une mention spéciale au fascisme allemand pour sa brutalité. La dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Ça, c'est ce que tout militant communiste doit apprendre par cœur. C'est pas très long. Hein. Et on voit d'ailleurs que c'est beaucoup plus précis que ce que Milza dit, entre guillemets, avec son histoire de grand capital. En réalité, la définition communiste du fascisme, c'est pas la dictature du grand capital. Ça, c'est beaucoup trop flou. Hein. Le capital financier. Alors, il faut rappeler ce que c'est aussi. Hein. Donc, par exemple, on le trouve chez Lénine. Hein. Une définition du capital financier, c'est la fusion du capital industriel et du capital bancaire. Donc effectivement, c'est une partie tout à fait particulière de la grande bourgeoisie. Hein. Ce n'est pas au départ toute la grande bourgeoisie qui soutient le fascisme. On l'a vu en France, hein, par exemple, il y a de la bourgeoisie catholique qui déteste Hitler, parce que bon, il ne le trouve pas très catholique, justement. Hein. Mais c'est bel et bien une dictature ouverte et brutale d'une partie des grands capitalistes. Et elle est précisée de manière tout à fait nette par Dimitrov. Et ça, c'est un truc assez fréquent hein, chez nos contradicteurs. Ils commencent par déformer ce qu'on dit, puis après, ils montrent qu'on n'a pas tort, qu'on a tort. Bah, évidemment, on n'a pas dit ça. Concernant au passage, je vais faire un petit crochet par le premier fascisme, celui qui se déclare anticapitaliste, sincèrement ou avec une arrière-pensée. Le cas classique, c'est Röhm en Allemagne. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire que les nazis finissent par massacrer les SA, ça aussi c'est connu, hein, les Sturmabteilung, c'est-à-dire les tenants d'un fascisme première période qui, en parole tout au moins, s'opposent au capital. Pourquoi est-ce que ça a lieu? Parce que les capitalistes qui sont prêts à soutenir Hitler l'exigent. Pourquoi est-ce que ce premier fascisme, et ça Milza le rappelle et il a raison, n'a aucune chance de survie? Parce que comme il n'est pas conséquent, parce qu'il n'attaque pas le capital en prenant appui sur la classe ouvrière, vu qu'il méconnaît l'opposition, l'antagonisme capital-travail, il attaque le capital dans le vide, sans base sociale réelle, donc il se fait éliminer. Et il se fait éliminer par les fascistes, disons, ce que Misa appelle les fascistes de la deuxième période. Le fascisme prêt à prendre le pouvoir, celui-là. Alors, aujourd'hui, on n'en est pas à ce type d'évolution avec élimination et massacre, mais ils le font tout seuls. Hein, je vais y revenir, les fascistes, ils se rendent compte au bout d'un moment que le discours qu'ils tenaient depuis le début, ils ne peuvent pas continuer à le tenir et ils en changent. Et ils n'ont pas besoin de se massacrer entre eux pour le faire. C'est l'une des évolutions, c'est comme ça qu'il s'est un peu poli, le fascisme.
Avant 45, il y avait d'autres fascismes. Alors là, je ne vais pas faire le tour, hein. Encore une fois, là, ça fait partie des pans sacrifiés, hein, pour pas être trop long. Mais c'est pas Mussolini le premier fascisme, hein. C'est lui qui a déposé la marque de fabrique, c'est lui qui a inventé le terme quasiment et puis qui l'a rendu populaire. Mais le premier fascisme, en fait, c'est l'écrasement de la révolution de Béla Kun en Hongrie, avec Horthy. Et puis, il y a eu Mannerheim aussi, en Finlande. Alors, donc, tout ça n'est pas, comment dire, tout ça n'est pas germano-italien purement et simplement. Et entre les deux guerres, on a également eu Franco et Salazar. On a eu le fascisme franquiste, pardon, et puis après, on a eu le fascisme portugais avec Salazar. Mais il faut voir qu'ils ne sont pas considérés comme vraiment fascistes par Milza, hein, soit dit en passant. Ces gens-là, Milza considère, et les autres historiens bourgeois considèrent que, bon, finalement, les vrais fascistes, au sens strict, c'est Mussolini et Hitler. Et Milza signale que même beaucoup d'historiens anglo-saxons considèrent que le vrai fascisme, au sens strict, c'est le fascisme hitlérien. C'est-à-dire qu'on voit comment la bourgeoisie cherche à nier même l'existence du fascisme. Même Mussolini, il vient regarder, il n'est pas vraiment fasciste, alors que c'est quand même lui qui a inventé le truc. Bon, c'est quand même extraordinaire d'en être amené à expliquer que Mussolini lui-même n'est pas vraiment fasciste. Fermez la parenthèse. J'en viens maintenant pour ouvrir sur le présent et l'avenir au fascisme, au pluriel, hein, à l'heure actuelle. Et donc, je vais revenir sur l'argument dont je parlais en introduction, la thèse et l'argument, selon laquelle les fascismes sont morts en 1945, et maintenant, on peut avoir des régimes autoritaires, mais ça serait anachronique de parler de fascisme, et donc de fascisation. Je pense que ce raisonnement-là, alors il n'est pas complètement inintéressant, je ne le trouve pas délirant, pas tout, mais il est faux, parce qu'on ne peut pas revenir à des régimes autoritaires, par exemple en Europe, bon, dans des régions du monde qui n'ont jamais connu le fascisme directement. Je ne sais pas, par exemple, au hasard, le Qatar. Bon. Et au Qatar, il n'y a jamais eu de pouvoir réclamant du fascisme. Ils ont des méthodes de gouvernement qui s'apparentent quand même à du fascisme. En Arabie Saoudite aussi. Bon, mais c'est vrai que c'est pas la peine d'avoir des groupes qui se revendiquent du fascisme pour maintenir ça, parce que bon, c'est moyenâgeux, quoi. Ce sont des méthodes de gouvernement qui existaient déjà au XIIe siècle et qu'on a conservées dans la naphtaline. Donc c'est autre chose. Mais sous nos latitudes, par exemple, où on a eu les Lumières, hein, où il y a eu des révolutions, où il y a eu des passages de direction libérale de la part de la bourgeoisie, on ne peut pas revenir à des formes autoritaires sans s'appuyer, au moins en partie, sur des groupes qui se revendiquent clairement du fascisme. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est comme l'antisémitisme. Il a quand même été largement discrédité après 1945, étant donné ce qui s'est passé sous le Troisième Reich. Quand on veut se revendiquer de l'antisémitisme, on ne peut pas échapper à l'accusation de nazisme. Et là, on est obligé de s'en démarquer ou de l'assumer. Voilà, donc je pense que cette argumentation-là, comme quoi le fascisme est daté, et que maintenant, il a disparu sans laisser de traces, bah, il est faux. Il est faux cet argument parce que le fascisme a laissé des traces et que pour revenir à des formes de dictature bourgeoise autoritaire qui s'assoient sur les formes démocratiques, il faut de toute manière s'allier avec les fascistes et emprunter au fond au fascisme. Alors maintenant, je vais m'arrêter un petit peu sur l'événement central, à mon avis, du milieu de la deuxième moitié pardon, du XXe siècle, c'est-à-dire le coup d'État de Pinochet, parce que c'est là qu'on a vu arriver la nouvelle forme de pouvoir fascisant, c'est-à-dire un alliage parfaitement redoutable et autrement durable d'ailleurs, d'une dictature militaire et de l'école néolibérale de Chicago, c'est-à-dire les Golden Boys de la bourse, les tenants d'une espèce de laisser-faire, laisser-passer moderne, hein, économiquement. Alors que le fascisme est dirigiste en matière économique, la dictature chilienne de 1973 et ensuite ne l'est pas. En fait, elle laisse faire les grandes firmes américaines. Elle n'est pas d'ailleurs, soit dit en passant, elle n'est pas tellement nationaliste non plus, elle l'est en façade, mais en réalité, ce sont les États-Unis qui dirigent le pays. Et politiquement, bien évidemment, le régime Pinochet, surtout au début, est brutal, il est violent. Et bon, il n'y a pas de place pour l'opposition, etc.
La sortie de ce fascisme, elle peut se faire sans grand dommage aussi pour le capital, parce qu'il n'y a pas de défaite militaire non plus là. Et la constitution de Pinochet, donc malheureusement, je vous le rappelle, est toujours en place aujourd'hui, 17 ans après sa mort, et 35 ans après son départ du pouvoir, quand il a perdu son référendum. Cette constitution elle-même n'était pas fasciste d'ailleurs, elle constituait un sas vers le retour à la démocratie bourgeoise. C'est comparable avec ce qui s'est passé en Espagne, où Franco a éduqué le futur Juan Carlos, roi d'Espagne, pour préparer le retour en douceur à la démocratie bourgeoise. C'est tout à fait possible. C'est réversible, disons. A contrario, la junte argentine, par exemple, elle a chuté brutalement parce que bah, elle a fait l'erreur de s'attaquer aux Malouines, aux Falklands, et que l'Angleterre n'a pas laissé passer, d'où des faits militaires. La dictature portugaise, pareil, elle chute brutalement après la rébellion des capitaines en avril, parce que la guerre coloniale d'Angola n'est pas tenable. On voit bien en fait où se situe là, la limite. Et j'en viens donc, maintenant c'est plus important, au fascisme aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir aussi beaucoup discuter, à mon avis, parce que je ne peux pas être exhaustif, hein, vous vous doutez bien. Je vais prendre quelques cas éclairants. Je vais commencer par ce que j'ai dit, et je vais développer un peu en tant que secrétaire du CISC le 4 à Stalingrad. Là, je n'avais pas la même casquette, mais je maintiens le discours, c'est-à-dire la comparaison entre Russie et Ukraine. Donc j'ai dit en Russie, la démocratie bourgeoise, qui est quand même assez étrange, hein, parce que c'est un régime autoritaire, s'accommode du fascisme, à travers notamment l'oligarque qui dirige les mercenaires de Wagner. Mais elle l'utilise. Et de même que Poutine utilise les oligarques. Enfin, on appelle ça les oligarques quand on parle de la Russie ou de la Chine. En fait, c'est le capitalisme financier, en réalité. Nous aussi, on a des oligarques. Bernard Arnault, c'est un oligarque. Fermez la parenthèse. Bien. Il les a matés. On ne peut pas comprendre la popularité de Poutine en Russie si on ne voit pas ça. Sous Yeltsin, il faisait ce qu'il voulait. Avec Poutine, non. En revanche, en Ukraine, ils font ce qu'ils veulent. Et les néo-nazis d'Azov font ce qu'ils veulent. C'est la même chose. Et ce sont eux qui dictent sa feuille de route à Zelensky. Donc on voit que alors la Russie est fascisée, hein, par certains côtés. Il y a un côté libéral fascisme en Russie, mais il est beaucoup plus développé et c'est beaucoup plus fascisé en Ukraine, nettement. Donc c'est pas comparable. On voit bien que ceux qui renvoient dos à dos se trompent là-dessus. Je reviens en Amérique latine. Là, on a affaire à toute une série d'alliages, hein, de systèmes hybrides, avec pouvoir autoritaire toujours, libéralisme économique, toujours. Alors, une opposition légale, donc c'est pas du fascisme au sens strict, des élections, mais de plus en plus, on voit comment ça fonctionne. En cas de défaite aux élections, la droite conteste. D'ailleurs, elle prévient, même avant les élections, que si elle perd, elle va contester. Parce que c'est pas possible qu'elle perde. Et puis après, donc, tentative de putsch, ou procès truqué, où on enferme l'opposition. Donc ça a été le cas au Chili, au Brésil, au Pérou, au Venezuela, donc Brésil, hein, le procès Lula, qui était une saloperie, Dilma Rousseff, et puis en ce moment des tentatives de putsch récurrentes, et qui pour certaines réussissent. Je remonte un peu en Amérique du Nord, on a le cas Trump. Alors là, c'est pareil. Comment dire, les républicains ne sont pas le seul parti légal. Les démocrates sont autorisés. Mais le discours, quand même, on l'a bien vu, c'est que si jamais les républicains perdent les élections, c'est qu'il y a eu trucage. Et que donc, Trump s'estime autorisé à tenter une espèce de putsch. Alors, évidemment, il a été avorté, mais c'est un test. De la même manière que son ami Bolsonaro a tenté un putsch après les élections perdues au Brésil, ça se sait maintenant. Je repasse en Europe. Avec des pays de la conférence de Visegrad, par exemple. Donc la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, tous ces pays-là ont des aspects fascistes, à savoir déjà un anticommuniste officiel hystérique, un pouvoir autoritaire, nationaliste, chauvin, xénophobe, mais en même temps, alors comme dirait l'autre, toujours du libéralisme économique. Ils ne sont pas dirigés sur le plan économique. Et puis, ce nationalisme, en réalité, il est de façade. C'est un nationalisme d'agitation. Il n'est pas stratégique.
parce que le discours eurocritique tenu par ces dirigeants ne va pas jusqu'à prôner la sortie de l'UE. Ils sont toujours dans l'UE. Ces gens-là jouent double jeu, c'est-à-dire que ça fait des années, voire des décennies, qu'ils disent que l'Union européenne est une cause de leurs problèmes, que l'Union européenne s'attribue des prérogatives qu'elle ne devrait pas avoir, que les États devraient être souverains, etc. Mais ils sont toujours dedans. Ils n'en sortent pas, il n'est pas question d'en sortir. Donc, on voit bien comment ça fonctionne. Et ces gens-là sont dans l'OTAN, ce sont même les plus atlantistes. En fait, le désaccord réel qu'ils ont avec l'Union européenne, c'est qu'elle n'est pas assez américaine pour eux. Ils sont très très clairement des chevaux de Troie des États-Unis dans l'UE. L'Italie maintenant, parce que ça se rapproche quand même. On voit bien, là, on n'est plus dans les pays d'Europe centrale ou orientale qui, par anticommunisme hystérique, rebasculer mécaniquement vers la fascisation. Là, on voit arriver donc une héritière du Mussolini, qui là aussi donc a lissé son discours et s'est déclarée au grand ouf de soulagement de nos élites médiatiques et politiques comme eurocompatibles. Pas question de sortir de l'euro, de l'UE et de l'OTAN. Même chose. J'observe au passage que si ça continue comme ça, ces régimes fascisants-là vont devenir la règle dans l'Union européenne. On n'en est pas loin. Les régimes pas clairement fascisants vont devenir l'exception. Je rappelle au passage encore que le discours le plus difficile à contrer contre la théorie de la fascisation, c'est que le fascisme, on voit qu'il n'est plus jamais au pouvoir au sens strict, c'est que donc il ne peut pas revenir, et que par ailleurs, au XIXe siècle, par exemple, quand il y avait, les manifestations étaient interdites longtemps, et quand il y avait une manif, on n'envoyait pas la police, on envoyait l'armée avec des fusils chargés, et pas à blanc, qui tiraient dans le tas. Et jusqu'au début du XXe siècle, en France, on a vu ça pas loin de chez moi, à Fourmies, par exemple, pour une grève pour les 8 heures, donc pour un truc révolutionnaire. Et donc, le discours contre la théorie de la fascisation est suivant, c'est, en fait, le capital revient à des méthodes de direction autoritaires. Mais on ne peut plus appeler ça le fascisme, c'est fini le fascisme. Sauf qu'une fois que le fascisme a été inventé et qu'il s'est implanté, il reste des fascistes, ils n'ont pas disparu, eux. Et le retour à des méthodes de gouvernement autoritaire ne peut pas se passer d'eux. On voit bien que les partis qui arrivent au pouvoir, par exemple, sont des héritiers des partis fascistes, que par ailleurs, ils s'appuient, tout en feignant de les combattre, en les critiquant, sur les fascistes pur jus. Et j'en viens d'ailleurs maintenant à la France. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse au plus haut point. L'ennemi principal est dans notre propre pays. La fascisation française est tout à fait intéressante. Et elle fonctionne de manière un peu spéciale. C'est-à-dire que là, le fascisme donc influe sur la vie politique et sur la politique de l'exécutif en étant dans l'opposition. Et on voit bien, je pense que pour nous c'est clair, il n'y aura pas débat entre nous là-dessus, comment Macron instrumentalise Le Pen. Alors, Le Pen, on ne peut pas dire que c'est le RN, que le parti RN est un parti fasciste au sens strict. Même chose, parce que, par exemple, il a un programme économique qui est libéral, il est officiellement eurocompatible maintenant, etc., etc. Mais je ne vous rappelle pas d'où il vient, et on ne peut pas dire non plus qu'il est complètement défascisé. Lui aussi, il est hybride. Bien. Et que fait Macron avec ce parti fascisant, disons, ou ce parti fasciste partiellement défascisé, mais qui peut se refasciser en cas de prise du pouvoir. On peut lui faire confiance pour ça aussi. Eh bien, Macron brutalise la vie politique, il est de plus en plus autoritaire, je ne vous fais pas le détail. La répression du mouvement des Gilets jaunes a été tout à fait éclairante à ce sujet. Et avant les élections, il nous fait du chantage, dire c'est moi ou Le Pen. Donc si vous n'aimez pas le fascisme, votez pour moi. Et après les élections, qu'est-ce qu'il dit les élections, c'est ça que vous voulez, puisque vous avez voté pour moi. Alors qu'en fait, on a voté pour lui, ou pas d'ailleurs. Mais en fait, ceux qui ont voté Macron ont voté contre Le Pen, majoritairement. Tout le montre. Donc, il y a une utilisation du fascisme dans l'opposition pour fasciser la vie politique de la part de l'exécutif. Il y a une espèce de valse mortelle à deux, comme ça, avec en plus maintenant Zemmour, qui a pris le créneau encore plus à droite, celui qui avait été laissé vacant après
le lissage du FN et son remplacement par le RN, Zemmour est sur le créneau de Jean-Marie Le Pen maintenant. Et donc le spectre politique d'extrême droite, il est complet, il est redevenu complet maintenant. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, donc j'ai été assez bref puisque je terminais un exposé déjà commencé, bien commencé quand même. La définition de Dimitrov reste vraie. C'est pas parce qu'il n'y a pas de parti fasciste au sens strict au pouvoir en ce moment que la définition de Dimitrov est devenue fausse. Mais il y a de plus en plus de régimes fascisants. Il n'y a plus de régime fasciste au sens de Dimitrov, mais le fascisme, étant donné les risques qu'il représente pour le capital, qui se méfie des régimes fascistes pur jus, le fascisme s'allie avec des formes démocratiques bourgeoises pour constituer des régimes hybrides plus souples et dans lesquels on va injecter ou retirer des doses de fascisme selon les besoins. Voilà. C'est une machine beaucoup mieux huilée qui risque moins d'exploser, même si elle présente ses risques, hein, on le voit quand même, qui se met en place un peu partout sous des formes assez variées. Hein. Il y a de nombreuses variantes, mais sur le fond, c'est ça, c'est-à-dire pouvoir de plus en plus autoritaire, néolibéralisme en économie, et puis un autoritarisme qui progresse ou qui régresse avec toujours en arrière-plan des formations et des militants fascistes qui peuvent d'ailleurs se hisser au plus haut niveau, et c'est le cas de l'Ukraine. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, je pense que le discours selon lequel le fascisme c'est fini, on est revenu à des formes de gouvernement autoritaire qui n'ont plus rien à voir avec le fascisme, là ce qui se passe à Kiev montre avec éclat le contraire, on a des types avec des croix gammées tatouées partout, au gouvernement et à la tête de l'armée et de l'intérieur. Donc, l'analyse reste valable. Voilà. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.